Au menu du Manga Vorace, aujourd'hui, 5 mangas comme d'habitude, un classique, 4 nouveautés dont une déception, Blue Period des tomes 7 à 10, la nouveauté chez Mangetsu Golden Guy, une nouveauté lecture, les tomes 1 et 2 de Tougen Anki, une autre nouveauté lecture chez Kiyun, les tomes 1 et 2 de Tsugumi Project, et une nouveauté toute fraîche chez Akata, c'est le cas de le dire, Mon mari dort dans le congélateur. On parle de tout ça après le générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, bon appétit, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du Manga Vorace le mardi à midi, et même si l'ambiance est un petit peu plus sombre que d'habitude, oui, on est vraiment en plein milieu de la journée. Alors, comme j'ai un nouvel éclairage, voilà, j'ai agencé un petit peu différemment pour voir ce que ça donne. Je fais quelques petits tests en temps réel avec vous. Moi, j'aime bien le concret, donc comme ça me permet de voir un petit peu et d'avoir vos retours, si c'est bien ou si c'est moins bien. Bref, n'hésitez pas à lâcher les commentaires. J'en profite, on est bientôt 3000 sur la chaîne, c'est un truc de fou. Alors il y a encore un petit peu le temps, mais quand même ça avance, donc ça fait vraiment plaisir. Et je tenais à vous remercier, et particulièrement vous remercier pour le retour sur la vidéo de vendredi dernier, sur l'achat manga. Hop, je vais mettre le lien au passage. Et puis sur l'utilisation du code Rakuten, puisque ça y est, j'avais enfin eu l'idée d'y penser, alors que ça faisait je sais pas combien de mois qu'il est en description. Donc il y est encore. Vous pouvez l'utiliser. Un grand merci à toutes ceux et toutes celles qui l'ont déjà fait. Ça fait plaisir, et puis je vais peut-être pouvoir investir dans du matériel un jour ou l'autre, on sait pas, donc on verra bien. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, et donc le bilan lecture, le Manga Vorace. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le chapitrage dans la vidéo pour aller au manga qui vous intéresse, revenir dessus, du moment que vous passiez un bon moment, qu'on passe un bon moment ensemble, c'est l'essentiel. Et le coup de cœur de la semaine, parce qu'on démarre toujours par le coup de cœur, bien sûr, le meilleur pour le début. Et donc on commence tout de suite avec la nouveauté de chez Mangetsu pour la rentrée, Golden Guy. Alors un grand pardon, j'avais dit Golden Boy vendredi dernier lors de l'achat manga. Évidemment, Golden Boy c'est un animé qui m'avait marqué avec un AMV et Bicycle Race, enfin un truc de fou. Donc c'est resté bloqué dans ma tête. Non, c'est Golden Guy, et comme c'est un tome 1, on va parler de l'édition, avec une écriture dorée un peu en relief comme ça, un petit jeu d'écriture de relief, c'est très sympa. Une cover pleine page, j'aime beaucoup, j'affectionne particulièrement depuis quelques temps, notamment avec Baki par exemple, mais là j'aime bien, on a une espèce de portrait, on sait où on va, on devine tout de suite le trait, l'ambiance, le personnage, les caractéristiques, c'est très bien, moi j'aime beaucoup ce genre de couverture. Bon, ça fait le travail, je vous l'avais dit, je trouve que Mangetsu fait un travail d'édition de mieux en mieux, et bon, en dessous il n'y a rien, aucun bonus, c'est pas très grave. Alors, Golden Guy, ça va nous parler de quoi? On va être tout de suite plongé dans une ambiance Yakuza à coup de règlement de compte, et c'est très intéressant ce manga. J'ai été très surpris parce que de base, je vous avoue que bon, j'aime bien l'ambiance Yakuza, c'est très représentatif du Japon, et avoir un manga comme ça, voilà, au niveau immersion, je trouve que ça fait vraiment bien le travail, mais c'est pas forcément le genre que j'affectionne le plus. Et puis bon, allez, je me suis laissé happer directement, d'abord parce que le trait, je le trouve très sympa, il est fluide, il est pas forcément très appuyé, pas toujours très nourri, il est plutôt frais, plutôt léger, voilà, il est assez angulaire, ça marche bien, parce qu'on est très vite happé, on reconnaît bien les personnages, on ressent les émotions qui sont dégagées, l'auteur va placer quelques décors par-ci, par-là. Bon, alors, comme on est chez les Yakuza, vous savez, on va être dans un garage, on va être dans un hôtel, ou dans des endroits un peu secrets, dans des ports, bon bref, tous les lieux un peu lugubres, ou les lieux un peu douteux, de par leur ambiance, de par leur environnement, ça fonctionne bien. Mais c'est ce côté un peu léger, un peu aéré du trait que je trouvais sympathique, parce que c'était fluide, parce que c'était dynamique, parce que c'était limpide à regarder, et justement le manga en lui-même est très limpide, et c'est très surprenant. Parce que ce tome 1, alors on verra pour les autres bien sûr, mais ce tome 1 est très dense, très riche en informations. On passe vraiment les chapitres les uns après les autres avec énormément de choses à l'intérieur. On pourrait presque se dire, là quand vous m'écoutez, mais on s'y perd alors, et justement pas du tout. La lecture est tout aussi fluide que le dessin l'est et que l'histoire est nourrie. C'est assez paradoxal, vous allez lire ça, mais rapidement, fraîchement, vraiment. Alors que c'est sérieux, c'est du Yakuza, il y a du règlement de compte. Je peux vous dire que, de façon très paradoxale, le manga ne rigole pas. Mais, bizarrement, ça passe, c'est léger, voilà, vous avez une lecture légère d'un sujet profond et sérieux. C'est assez ambivalent, c'est assez étonnant, et c'est vraiment une très belle réalisation, je trouve, de la part de l'auteur. C'est un tour de force, parce que
honnêtement, mettre autant de choses dans un titre et être capable de rendre cette lecture aussi fluide, c'est un grand bravo, parce que c'est rare, c'est vraiment rare, c'est une qualité chez cet auteur que j'avais pas vue, parce que je suis en train de découvrir d'autres œuvres de l'auteur. J'ai pas forcément ressenti ça, et globalement, dans la plupart des mangas, c'est pas toujours évident d'avoir ce genre de lecture, parce qu'il y a quand même du texte. Alors oui, quand il y a un petit peu moins de texte, ça va vite, bien sûr, mais les auteurs qui arrivent à synthétiser vraiment les dialogues, les rendre efficaces, et même les scènes, à les rendre efficaces, tout en ayant l'impression qu'on a une lecture très nourrie, comme ça, très riche, ben, c'est pas commun. Je vous recommande au moins de découvrir ce titre, un extrait, pourquoi pas, une lecture, allez, en rayon, au magasin, là où vous pouvez lire un petit peu, un ou deux chapitres, comme ça, pour vous faire une idée. Vous allez voir qu'on a des personnages qui ont l'air de s'amuser, qui ont l'air de déconner, qui ont l'air d'être frais, et puis finalement il y a un côté implacable, il y a une réalité, on est sur des règlements de compte, on est également sur une espèce de chasse au trésor, c'est un petit peu de quoi ça parle, mais c'est des gangs qui vont s'affronter, il y a forcément le grand patron, il y a une historique autour des différents gangs et potentiellement un trésor caché, voilà, ça vous place le décor, donc traîtrise, arrangement, coup fourré, coup bas, dénonciation, combat direct, bref, il y a évidemment plein de choses qui se mettent en place. Voilà, Golden Guy, c'était le coup de cœur de la semaine, très bon seinen en tout cas pour ce tome 1. On continue donc avec un titre un petit peu plus léger, quoique vous allez voir les tomes 7, 8, 9, 10 de Blue Period par Tsubasa Yamaguchi, édité chez Pika. Alors, pourquoi j'ai fait la lecture de 4 tomes d'un coup et que je m'étais arrêté au volume 6? Tout simplement parce que du tome 1 au tome 6, on a le premier cycle de l'œuvre, à savoir la préparation à un examen pour rentrer dans une école d'art. Notre jeune héros là donc se prépare, et on a la réponse à cette question à la fin du tome 6. Et à partir du tome 7, véritablement, on engage un second cycle. Alors, je ne vous dirai pas ce qu'il se passe, s'il a réussi ou non. Toujours est-il qu'on reste dans l'univers de la création et de l'art. Et le truc, c'est que on a l'impression que notre héros a donc progressé, qu'il va réussir quelque chose, qu'il a des certitudes, puisqu'il a passé un examen, qu'il l'ait réussi ou non, ou alors des doutes. Et puis c'est tout à fait étonnant, parce qu'on a l'impression, mais vraiment l'impression, que ce manga n'est pas forcément un manga sur l'art, mais un manga sur la psychologie des créateurs. C'est assez incroyable, on accompagne vraiment le héros, ou en tout cas il nous fait part, il nous délivre vraiment tous ses sentiments, ses doutes, souvent ses doutes, sa colère, sa tristesse, sa joie, ses peines, ses envies, sa motivation, ses certitudes, qui sont d'un seul coup balayées par de nouveaux doutes, à travers toutes les réflexions qu'il va se faire sur sa propre création, sur les créations d'autres camarades, sur la création d'autres œuvres de véritables artistes, sur les conseils qu'il peut recevoir de ses différents professeurs ou des différentes personnes qu'il rencontre, y compris ses parents bien sûr, donc toute l'aide extérieure, toutes les interactions sociales, et c'est vraiment un manga, je dirais, psychologique autour des créateurs. Voilà, autour des créateurs, autour des artistes, autour de personnes en fait qui sont là dans une école en train d'essayer d'apprendre un métier. Et c'est tout le paradoxe, parce que apprendre un métier d'art, c'est pas facile. Je me trompe peut-être, et j'espère que certaines personnes regardent cette vidéo et pourront m'éclairer, mais être créateur, réaliser une œuvre, je suis pas sûr qu'il faille des savoir-faire pour faire ça. Alors oui, évidemment, bien sûr, on va avoir des bases. Vous allez avoir du matériel, vous allez apprendre à l'utiliser, vous allez apprendre différents codes, différentes techniques, ok. Mais créer en tant que soi, vraiment être créateur d'une œuvre d'art, je pense qu'il faut plus du savoir-être. C'est-à-dire être capable de se comprendre, être capable de savoir ce que l'on veut, être capable de savoir comment on va la réaliser, comment on va la matérialiser, comment finalement on va s'exprimer, et qu'on va réussir à faire en sorte que cette œuvre exprime quelque chose pour n'importe quelle personne qui va la regarder. Donc on est vraiment dans un échange, je pense, on est vraiment dans une interaction sociale, donc on est plus dans du savoir-être, parce qu'on passe un message en fait. Donc voilà, c'est mon avis. Je trouve que ma pensée la synthétise vraiment la lecture de ces 4 tomes. On accompagne le héros dans vraiment toutes ses réflexions, on sent que c'est difficile, on sent qu'il n'a pas toutes les réponses, et ce ne sont pas tant des réponses de comment faire pour utiliser tel ou tel matériel, mais plutôt comment faire pour être moi avec ce matériel. Voilà, donc je dis savoir-être plus que savoir-faire. Ma manga, peut-être que tu es par là, peut-être que tu regardes, j'aimerais bien avoir ton avis, Discord ou commentaire ici, il n'y a pas de souci.
Mais vraiment, ça m'intéresse. En tout cas, l'œuvre est particulièrement riche, elle est très intelligente, vraiment, on savoure la lecture, on lit, on lit, on lit, on lit. On n'y comprend pas grand-chose parce qu'on n'est pas quand même très nombreux comme ça à maîtriser toutes les ficelles comme ça d'une école d'art plastique, toute la création, tout le matériel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas en soi, ou en tout cas je les lis et puis je les accepte telles quelles parce que je ne vais pas chercher plus loin, mais on se régale, hein, véritablement. C'est un manga qui est vraiment très riche, hein, surtout dans ses interactions, je trouve, je me répète, mais vraiment c'est quelque chose de très appréciable à la lecture, un excellent seinen. Petit bémol, étonnamment, paradoxalement, un dessin que je trouve qui n'est pas toujours très juste. Alors ça, je trouve ça fabuleux. J'ai du mal à... Il y a des fois, je trouve que le personnage est un peu grossier, il est un peu bouffi, il est un peu plus balèze, il est un peu plus fin, il est un peu plus grand. J'ai l'impression des fois que tout n'est pas bien maîtrisé. C'est assez étonnant. Honnêtement, je trouve que c'est assez étonnant. J'ai l'impression que l'autrice travaille et progresse dans son univers en même temps qu'elle en parle, du même univers. C'est assez, ouais, c'est assez étonnant, mais c'est pas grave. On met ça de côté, c'est pas le but, c'est pas l'objectif du manga de nous plaire dans le dessin. Et puis bon, de toute façon, je suis bien incapable de faire la moitié du quart du huitième de ce qu'elle fait, donc c'est pas de souci, c'est vite pardonné. Blue Period, donc les tomes 7 à 10, si vous avez envie de découvrir l'œuvre. Je vous rappelle que les 6 premiers tomes constituent un premier cycle, et ça vaut vraiment la peine d'être découvert. Je crois même qu'il y a un petit animé, donc pourquoi pas. On enchaîne maintenant avec une nouveauté de chez Akata. J'avais laissé exprès une case dans ce manga vorace pour pouvoir vous le présenter. J'essaye évidemment de coller au plus près de l'actualité. C'est beaucoup plus sympa, même s'il y a énormément de nouveautés. Bon, bref, c'est pas le sujet. Mon mari dort dans le congélateur, collection Akata large. J'étais presque sûr, moi, quand j'ai vu ce titre, que ça allait être du what the fuck, mais pas du tout, pas du tout. Et vous allez voir, c'est très intéressant. C'est par le duo Misaki Yazuki et Iyaku Takala. Je regarde parce que je connais pas ça par cœur. Au niveau de l'édition, bon, un manga très simple, mais vous avez ce petit côté blanc, très blanc, très épuré. Vous voyez, ça brille à l'écran. C'est assez incroyable. Il y a absolument aucun travail, ou alors si justement il y a un travail de mettre que du blanc partout le plus possible, ce qui évidemment nous rappelle le côté un peu froid, puisque le mari dort dans le congélateur, donc bon, le blanc symbolise vraiment le froid, la glace. Il y a également un petit peu de solitude là-dedans, il y a un petit côté fantomatique, il y a un petit côté glauque, il y a un petit côté perdu, il y a peut-être même un petit côté folie à travers cette couleur. Et effectivement, c'est un manga extrêmement riche, psychologique, qui va nous parler d'une histoire de violence. Et puis après le reste, c'est en 2 tomes, donc ce tome 1 place beaucoup de choses, mais évidemment ne révèle rien. Alors sans vous spoiler, je vais essayer d'en dire le plus possible. Mon mari dort dans le congélateur. Le titre, clairement, il pose les choses. Vous vous doutez bien, vu la cover, que le mari, il passe un sale quart d'heure. Manifestement, s'il est dans le congélateur, c'est parce qu'il est décédé. Alors, on n'est pas décédé et placé dans un congélateur, à moins que ce soit les vœux du mort, mais enfin, ça me paraît un peu bizarre, je suis même pas sûr qu'on puisse le faire. Donc, ça sous-entend forcément, dès le départ, qu'on a un meurtre. Est-ce que c'est notre héroïne qui l'a commis ou non? Manifestement, dès le départ, vous allez le savoir, et puis je vous l'ai dit, c'est une histoire de vengeance, donc qui que quoi où, on ne sait pas trop. Toujours est-il qu'il va se passer quelque chose de fantastique, très vite, qu'on n'explique pas, mais vraiment pas, mais qui va nous permettre de comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de la relation de ce couple, qui est qui à l'intérieur, quels sont les rapports, qu'est-ce qui est malsain, qu'est-ce qui est dangereux, vers quoi on avance petit à petit, puisqu'on va découvrir vraiment cette relation malsaine qui existe entre le mari et sa femme. Et donc, le pourquoi de ce titre, le pourquoi de ce postulat de base, mon mari dort dans le congélateur, on va l'apprendre à coup sûr dans le tome 2, mais voilà, ça place le décor, et nous, on est un petit peu naïf, on est un petit peu passif, en tout cas on est impuissant, on découvre une narration qui est très intelligente parce qu'elle place comme ça des petites choses de façon très surprenante. Je peux vous dire que vous n'êtes pas prêt à lire ce que vous allez lire dès les premières pages. Voilà, il y a tout de suite un coup de théâtre, et tu vas, qu'est-ce qui se passe? J'avoue que je comprends pas tout. Et puis finalement, ça va servir l'histoire, ça va servir à comprendre, mais pas comprendre ce qui est en train de se passer, comprendre ce qui s'est passé. Et donc, voilà, c'est assez mystérieux, je vous dis, il y a quelque chose d'étonnant. Ça reste quand même un manga de dénonciation, de psychologie et de dénonciation sur les violences faites aux femmes.
Je trouve que là, les auteurs sont très malins. Je le mets entre parenthèses parce que, comme je vous dis, je n'ai pas la fin de l'histoire, mais je pense qu'on peut le dire, il y a un petit côté fantastique. En tout cas, ça semble avoir un côté un petit peu fantastique dans ce premier volume. Mais c'est effectivement la violence faite aux femmes qui est traitée de façon un peu détournée, mais les auteurs ont l'intelligence de vous le refoutre en pleine tronche, comme ça, n'oubliez pas un petit peu où on en est et pourquoi on en est arrivé là. Et de temps en temps, bam, vous le reprenez en pleine tronche. Je trouve que c'est très malin parce que la lecture est divertissante, mais le fond est très sérieux. Et l'ensemble, l'alchimie des deux fonctionne très très bien. Vraiment une bonne surprise de cette rentrée, je n'ai qu'une hâte, découvrir le tome 2 de ce titre. Et ouais, je vous le conseille, vraiment je vous le conseille, c'est vraiment sympa. Mon mari dort dans le congélateur. On attaque ensuite avec le 4e manga lu cette semaine, c'est un prêt, j'ai fait la découverte des 2 premiers tomes de Tsugumi Project et je vous avoue, je vais vous le dire tout de suite, je pense que je ferai la série. Voilà, a priori c'est en 7 tomes et c'est vraiment très très bon, ce manga a tout pour me plaire, je m'explique. Comme c'est un tome 1, je vous parle un petit peu de l'édition. On est chez Kiun, donc le taf il est fait, c'est vraiment très agréable l'édition Kiun comme d'habitude. Il y a un petit peu de page couleur au début. Voilà, ça fait le travail, c'est nickel. Ensuite, Tsugumi Project va nous parler d'un univers post-apocalyptique au Japon et voilà, il y a le projet de Tsugumi, il faut retrouver ce projet au Japon, une équipe est envoyée là-bas pour essayer de récupérer ce projet parce que manifestement il pourrait mettre un terme à l'espèce de guerre nucléaire et puis surtout celui qui met la main dessus, quand je dis il met un terme c'est parce que c'est lui qui est le patron du coup puisque c'est lui qui a l'arme, voilà, donc voilà, on fait la paix parce que c'est moi le boss et puis vous vous taisez. Bon, c'est un peu l'idée. Donc il y a une équipe qui est envoyée, sachant que ce sont des parias, ils sont tous en prison pour des diverses raisons, et on leur explique bien que c'est individuel, c'est chacun pour soi, parce que celui qui trouvera donc le projet de Tsugumi et le ramènera, je crois au bout d'1 an, quelque chose comme ça, se verra blanchi de toutes ses peines, donc c'est intéressant, mais il n'y a pas le droit de mettre des bâtons dans les roues des autres. Ça, je trouve ça très original parce que vous avez toute une équipe de mercenaires, hein, c'est pas des tannes les gars, qui ont un seul objectif, c'est chacun pour soi, donc les autres sont potentiellement des adversaires, mais il y a interdiction formelle de mettre des bâtons dans les roues. De toute façon, c'est clair et net, on est dans un univers post-apo, post-nucléaire, je peux vous dire que là où ils mettent les pieds, ça rigole pas, et on se retrouve avec des créatures et des trucs, il y a assez à faire, croyez-moi, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que le manga est très très bien construit, on avance comme ça très vite dans un monde on a l'impression de démarrer un petit jeu vidéo comme ça de survie, on sait pas où on est, puis il va vite falloir trouver 2-3 ressources histoire de survivre, et alors nourriture, armes, protection, bref tout ça, et essayer de pas trop aller là où on peut pas aller, ça marche très bien, on sent que ce personnage, notre héros principal, est laissé un petit peu à l'abandon et complètement démuni, n'empêche qu'il a une mission, il a un objectif, et il y va quoi. Alors il va faire la rencontre d'un autre être, hop, vous la voyez là je pense, tout à fait étonnante, donc avec ses pattes je sais pas trop de quoi, on dirait de poulet un petit peu, en tout cas d'oiseau, mais d'une puissance rare, voilà, c'est un personnage qui est très sauvage et très très fort, néanmoins civilisé, puisque manifestement elle sait parler. J'en dis pas plus, le trait est très très bon. Pourquoi ? Parce que dans un univers post-apo, moi j'ai envie que ce soit un trait épais, j'ai envie que ce soit un trait nourri et j'ai envie de ressentir un environnement assez sale au niveau du fond, au niveau des décors, au niveau des trames. Et c'est exactement ça qui se passe. Tsugumi Project va nous placer vraiment des décors un peu dans le brouillard comme ça, un peu dans la poussière, il y a plein de petits traits comme ça, où on ressent vraiment qu'on est dans un environnement où l'air il est pas sain, où les immeubles, le décor, la végétation, tout est dangereux parce que c'est pas toujours bien identifiable, c'est assez noir, c'est assez sombre, on sent que au fond il peut y avoir quelque chose, et il y a sûrement quelque chose, et ça marche bien, c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était une œuvre qui avait ce point fort, c'était vraiment de vous immerger à l'intérieur de l'environnement dans lequel vous étiez. C'est très étonnant quoi, et on ressent vraiment tout le danger, ça participe à l'immersion, ça participe à la crédibilité du récit, et c'est un grand oui, voilà, c'est un grand oui. Donc je sais qu'actuellement pour le premier tome acheté, vous avez un pack avec donc le volume 2 offert, je crois que ce sera en 7 tomes, donc là ça ferait 2 tomes pour le prix d'un sur 7, il en resterait donc 5, je pense assurément
je crois qu'il y a 4 ou 5 tomes de sortie, je vais faire la série. Je vais vraiment intégrer cette collection dans ma mangatech parce que c'est une très bonne surprise de chez Kiun, donc Tsugumi Project. On va enchaîner et conclure ces lectures avec la petite déception de la semaine, malheureusement. Bon, malheureusement, j'ai envie de dire, tout peut pas me plaire, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même un genre qui est en train de me plaire de moins en moins. J'avais fait la lecture d'Undead Unlock, j'avais fait la lecture de Kaiju, j'avais fait la lecture de Yozakura Family. Alors Spy Family, Mashle, ça passe, ceux-là je les ai, c'est bon, c'est validé. Sakamoto Days, je sais toujours pas, et donc je suis allé voir du côté de chez Kana, Dark Kana, Tougen Anki, et c'est un vrai flop pour moi, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, on est sur du Kana très fin, très souple, vous savez, là c'est vraiment leur signature. Alors pourquoi c'est un flop? C'est bon, c'est pas déjà dessiné, c'est pas fou. Hein. Franchement, sur du Dark Kana, j'aurais eu envie d'avoir un trait plus travaillé, honnêtement. C'est pas le cas, on a vraiment l'impression d'en être du shonen édité, bas de gamme, là, faut enchaîner, faut produire, faut produire. Bon, il y a énormément de choses assez rapides, voilà, les traits sont assez simples, assez simplifiés, presque caricaturaux parfois, il n'y a pas beaucoup de décors non plus, quelques belles scènes, ok, mais sans plus, voilà. Bon, on pourrait vite pardonner parce qu'il y a quand même beaucoup de mangas qui sont comme ça, mais quand on est pris dans l'histoire et qu'on est happé par la lecture, on s'affranchit très vite des dessins et c'est vraiment l'univers qui nous satisfait et c'est vraiment avec l'intérêt de l'histoire qu'on est porté et qu'on a envie de lire les tomes suivants. Le dessin, j'ai passé outre, sauf que plus j'ai lu le tome 1, et plus je me suis dit, mais il n'y a aucune originalité là-dedans. Alors déjà que j'avais trouvé que Kaiju allait prendre beaucoup d'ingrédients, et c'était pas foufou, mais là, Tougen Anki, c'est du délire. Mais là, alors, j'ai vu du Hyjin, j'ai vu du Chainsaw Man, j'ai vu du Naruto, le personnage... Bon, très clairement, il a un survêt, il est une espèce de démon en lui, il est pas aimé, enfin bon, bref, il est assez agressif. J'ai vu un côté Mashle également, parce qu'il y a un des ennemis qui a des marques sur le visage. J'ai vu un côté Hyjin, parce qu'il y a une espèce d'entité, il peut se servir de son sang pour faire apparaître quelque chose, une espèce d'être assez étrange, un peu à la Hyjin. Mais il arrive aussi à faire sortir plein d'armes. Voilà, il faut se couper pour faire apparaître les armes, ou d'autres ont des scies circulaires, ça fait très Chainsaw Man. Bon, j'ai envie de dire, quand on n'a pas d'idée, on n'a pas d'idée, c'est pas grave. On patiente, on en trouve une, quoi. Parce que là, honnêtement, ça marche pas. Ça marche pas. Je vais pas en parler très longtemps, j'ai pas été fou du dessin et j'ai pas beaucoup aimé l'histoire. Je m'attendais à quelque chose d'assez vif et c'est le cas, c'est assez rapide hein, pour le coup, mais pas très agréable à lire, pas très prenant. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, je vais m'arrêter là. C'est un manga un peu banal, donc moi je passe mon chemin. Je vous invite à découvrir autre chose. Bon voilà, c'est déjà la fin de ce Mangavora, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le top Mangavora, donc le top lecture des mois d'août. Excellente semaine et moi je vous dis